là, à 14 ans, tu n'oublies pas ça. Mais là, il voulait faire un mauvais parti à Théo Gagné, le président du syndicat local. Lui, il restait dans une maison de pension, en bas de l'hôtel. Là. Ça fait que le plus gros de la gang est parti pour aller le sortir de sa maison de pension. Sauf que voisin, il y avait un gars qui restait là avec sa famille. Il y en avait Gare Fortin, c'était un bon gréviste. Fait que lui, quand il avait arrivé à la gang, la peur de la poignée pour sa famille, là. Ça fait qu'il a sorti, puis il les a criés de revirer de bord. Puis ils n'ont pas retourné. Ça fait que là, il est rentré chez eux, puis il a pris son 12. Puis il les a criés encore de virer de bord, ils n'ont pas. Fait que là, il a tiré, mais il a tiré en avant. Il n'a pas tiré chez le monde. Il a tiré en avant, ça fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait poivrer une coupe de petits plombs, là, tu sais, mais il a tiré à plomb. Il a tiré en avant. Mais Fortin, lui, ça avait été trop fort pour lui, ça. Tu sais, il a pogné une espèce d'indigestion nerveuse, là, puis il est mort il est rentré chez eux, puis il est mort. Il est mort là. Ça fait que ça a été la deuxième victime de la grève, ça. Il faisait toutes les maisons, hein. Il y avait des brassards dans le bras, puis ils venaient d'ici, là. La compagnie les avait engagés pour nous passer au cash, quoi. You know, they knew where the head union people were. They went to their houses, they rolled over cars, they slashed tires. They took the union office and they just demolished it, threw everything out on the street, papers, typewriters, adding machines, just smashed it. Malgré la gravité de la situation et la violence qui déferlait sur la ville ce 19 août 1957, Guy Buckley, chef de police de Murdochville, maintient que s'il n'est pas intervenu pour arrêter les émeutiers, c'est qu'il était en train de souper. J'étais pas là quand j'étais, comme je vous dis, j'étais appelé souper, mais il avait passé avant que j'aie arrivé. C'est la partie sauvage de la grève qui m'a frappé le plus. Ça, c'est voir comment est-ce que c'est que des gens, pour de l'argent, peuvent faire n'importe quoi. Peut-être que ce résultat-là, il n'a pas été néfaste non plus. Il a sûrement démontré à des gens jusqu'où que l'agressivité qui était provoquée, jusqu'où ça conduisait. Et peut-être que ça peut servir dans la société. Il y a des gens qui vont faire les mêmes tentatives de réfléchir avant de faire de tels actes. Hein. Souvent, quand des gens sont pacifiques, on les laisse pacifiques. Alors, le gouvernement intervient peu, hein, laisse les choses aller, alors qu'il aurait pu, en fait, essayer d'intervenir pour rapprocher les partis lorsqu'il a constaté, que le conflit s'envenimait, qu'il y avait mort de personnes, 2 personnes sont mortes suite au conflit, que le conflit prenait d'ampleur, le conflit pourrissait. Hein. Alors, mais non, il s'est retenu. Tout ce qu'il a fait, évidemment, c'est d'envoyer la police provinciale pour protéger la propriété, pour protéger les briseurs de grève. Ça a commencé à partir tranquillement, puis il y avait aussi des gens qui voulaient plus, qui n'avaient plus confiance à la grève, qui voulaient entrer. Puis il y en a qui ont rentré. Là, ça commence à faire des divisions. Le monde commençait à traiter de scab, puis c'est la première fois qu'on a des confrères de travail, puis ils traitent de scab. Là, ça commence à... Là, il s'est fait bien des coups, il y a des fenêtres qui ont été fracassées, de la peinture qui était lancée à travers des fenêtres, des scabs. Ton chum, souvent, il devenait plus ton chum. Hein? Celui-là que tu avais côtoyé pendant un nombre d'années, là, puis pour savoir une job, puis pensant qu'à un moment donné, qu'il y avait des chances de se réintégrer au niveau du travail, bien, tu virais de dos. Puis ça faisait mal. Hein? Souvent, ça créait des frictions assez sévères. Puis c'est ça qui faisait qu'entre familles, entre travailleurs, il faut se dire que sur quelque chose comme 1000 travailleurs, qu'il y en reste seulement une centaine qui reviennent à l'emploi, il faut se dire qu'il y a eu des problèmes qui s'est vécu dans tout ça. Hein. À partir d'après la marche du 19 août, là, la grève était partie, ça, on le savait en maudit, sauf que il y avait le bref de prohibition qui marchait encore. Le bref de prohibition que la compagnie avait pris au mois d'août de l'année précédente, 13 mois auparavant, a été rejeté. Ça fait que là, la Commission des relations ouvrières était libre de rendre une décision. Seulement que nous autres, on a calculé pour ça puis pour d'autres raisons que je veux dire, il fallait enlever la seule bordère qui restait à la Commission des relations ouvrières, parce que la Commission des relations ouvrières aurait pu facilement dire on serait prêt à rendre jugement, seulement il y a une grève. Après ça, ben, je veux dire, ça a été de la merde anyway, parce que, je veux dire, la Commission des relations ouvrières a rendu sa sacramente décision. Sauf qu'au lieu de se baser sur les faits qui se passaient avant qu'on ait déposé notre requête, ils
ils se sont basés sur les faits qui s'étaient passés après qu'on avait déposé, ce qui était complètement illégal. Hein. Je veux dire, on aurait pu contester cette décision-là en cours, puis on aurait gagné les mains dans l'air du dos. Sauf que, je veux dire, c'était assez là. Puis il y avait Gaspé Copper qui avait pris, entre-temps, qui avait pris ses poursuites en dommages-intérêts. Là. Puis la compagnie Gaspé Copper, il ne faut pas oublier, hein. C'est pas 1 million qu'ils pensaient d'aller chercher. Là. Ils pensaient d'aller chercher 20 puis 25 millions. Hein. C'est ça qu'ils pensaient d'aller chercher, puis peut-être plus. C'est René Lévesque, en fait, qui, finalement, lorsqu'il était ministre des Richesses naturelles dans le gouvernement Lesage au début des 60, alors qu'il était ministre, qui critiquait, mettait en relief l'antisyndicalisme de Noranda par plusieurs de ses déclarations et en visant la Noranda Mine, enfin, il disait en 63 ou 64 que, un employeur peut se situer dans la légalité, mais il peut aussi se comporter comme un sauvage. Ça approchait à la fin parce qu'on voyait beaucoup de monde entrer. Et puis lentement, les gars qui partaient pour aller à ces places-là, finalement, on commençait à sentir qu'il se passait quelque chose. Puis comme de fait, plus ça avançait, plus on perdait espoir. Moi, dans ma tête, la grève n'était pas finie. Puis tout n'était pas perdu encore. Et finalement, à la fin de septembre, début d'octobre, il y a eu une décision prise par le syndicat que la grève est terminée. Mais l'affaire qu'on ne parle pas qui a été créée, la terreur qui a été créée par la compagnie, c'est l'expulsion de tous ces gens-là de maison. Tu sais, puis surtout par les femmes et tout ça, par toutes sortes de manières de dire au monde, là, vous travaillez peu pour la mine, c'est nous autres le propriétaire de la ville, on vous sac dehors, vous allez crever de faim, vous ne travaillerez plus ici. On a décidé après, à bien fallu, de partir. Il a été longtemps à l'hôpital à Rimouski. Puis on se faisait talonner pour la police et tout. Bon. Ça fait que c'est à Murdoch, moi je ne l'ai pas oublié, mais tu sais, on ne pouvait plus revenir. Là, nos bureaux ont été fermés, même si on avait dit qu'on les garderait ouverts, là, il n'y avait plus. Ils ont été fermés. Quoique, on a gardé nos bureaux quand même. Puis il y a toujours quelqu'un qui a gardé le flambeau ici. J'ai rencontré ce matin l'honorable premier ministre de la province de Québec et j'ai discuté avec lui de la situation de la Gaspé Copper Mines Limited à Murdochville. Des débuts de l'exploitation minière à Murdochville en 1953 jusqu'à la difficile victoire pour l'accréditation des métallos en 1965, la Gaspé Copper Mines a joui d'un pouvoir sans partage sur la mine que seule la grève de 1957 a menacé. Cette grève, souvent qualifiée de ferment de la Révolution tranquille et de point tournant dans les relations de travail au Québec, a joué un rôle déclencheur dans la réforme des lois du travail. On était sur la blacklist par Duplessis. Il n'y a pas personne qui pouvait se placer dans la province qui avait fait la grève à Murdochville. Moi, j'étais sur une liste, il y a plus une liste d'indésirables. Une fois que le bonhomme était passé nous voir là, en septembre, là, je pense pas qu'il n'y a plus de question qu'on rentre cette note à Murdochville. Je n'ai jamais revenu à Murdochville après. Moi, je perdais ma maison. Puis en réalité, ma maison, je l'avais achetée, je l'ai pas eu 1 an. Et puis, il a fallu qu'à un moment donné que je parte. Puis j'étais en colère. J'ai donné un coup de poing à travers ma porte. J'ai passé le bras bord en travers. Quand ils sont venus inspecter la maison, j'avais mis un calendrier à chaque côté. Puis ça s'est passé de même. On perdait tout. Moi, j'avais le ménage, j'ai perdu l'auto, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu le job. Puis quand t'es marié, t'es jeune marié, t'as pas de choix. Moi, j'ai perdu ma job ici, j'ai trouvé de m'en aller à l'extérieur. J'ai perdu de l'argent, bien sûr, j'ai perdu de l'argent. Mais c'est pas directement à cause de la grève. C'est une situation qui s'est présentée en 1957, on a voulu être reconnu en organisation syndicale, puis on n'a pas été capable. Comme ça va arriver, ça va arriver encore, ailleurs, dans d'autres groupes. Mais ça l'a fait avancer le mouvement syndical, de beaucoup. Il y a des défaites individuelles, je veux dire, il y a des gens qui font des sacrifices. Pour eux autres, c'est des défaites. Chaque individu qui souffre ça, qui perd son ménage, ça fait mal au cœur en maudit quand tu penses à ça, individuellement. Sauf qu'il y a quelqu'un qui en profite à quelque part, down the line. L'après-grève a été